Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un test le plus complet possible du calibre 44 Magnum. Vous avez été assez nombreux à me le demander, donc on va tester ça dans un revolver et dans une carabine. Donc le revolver c'est mon Ruger Vaquero, tout ce qu'il y a de plus classique, simple action, canon de 5,5 pouces, et la carabine ça va être ma Henry Big Boy X en 44 Magnum que je vous ai présenté la dernière fois. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à commencer par là. Elle a un canon de 17,4 pouces, donc ça va permettre de se faire une idée des différences de performance entre le revolver et la carabine, parce que c'est un calibre qui se prête bien aux deux. On va tester avec différents types de munitions, des Spear Gold Dot pour les munitions défensives de 210 grains, des Hornady XTP 200 grains un petit peu plus typé chasse, à pointe creuse également, et des munitions un petit peu plus classiques manufacturées à pointe creuse semi-blindée de 240 grains de chez Federal. Donc ce calibre a été introduit en 1955, il doit sa petite légende au fait que quand il est sorti c'était le calibre d'arme de poing le plus puissant, et il est resté pendant quelques années jusqu'à la sortie des 454 Kesul, les 460 et 500 Magnum plus récemment, le 50 Action Express, etc. Mais pour moi le 44 Magnum c'est le recul maximum acceptable dans une arme de poing pour rester vraiment efficace tout en conservant une bonne balistique terminale. Si bien que c'est un calibre qui s'utilise à la chasse ici dans les revolvers, c'est aussi un calibre populaire pour la défense dans la nature contre les ours et autres, et aussi en défense personnelle, puisque bien que ça recule pas mal, ça reste gérable. Pour ma part, j'aime bien sous-charger un tout petit peu mes munitions pour le revolver en 44. Donc les Gold Dot par exemple, je préfère sortir 1200 joules sans forcer que 1500 joules en optimisant à fond. Ça fait quand même une différence notable niveau recul, c'est un petit peu plus gérable, tout en faisant une différence vraiment mineure en termes de balistique terminale. Je rappelle que 1200 joules c'est quand même environ le double d'un 45 ACP, donc il y a quand même de quoi faire. J'ajoute qu'en France, le 44 Magnum, contrairement à ce que m'ont dit pas mal de gens en commentaire sur ma dernière vidéo, est bel et bien classé en catégorie C, donc ça offre certaines facilités pour se procurer des carabines dans ce calibre, ce qui le rend d'autant plus intéressant par rapport au 357, et les munitions en 44 restent assez abordables par rapport à des vrais calibres de carabine. Moi en rechargeant je m'en tire dans les 35 centimes par cartouche, et en manufacturé on est dans les 1 $ par cartouche ici en ce moment. Donc sur ce, comme d'habitude, je vous retrouve dans le désert pour tester tout ça. Bon, il fait moins 5 degrés en ce bon matin de novembre dans le désert, obligé de sortir le bonnet. Donc on va commencer par un test de chronographe avec la carabine et le revolver. Mais avant ça, si vous avez besoin de lampes pas très chères, c'est le moment. La promo Black Friday commence chez Olight, c'est la plus grosse promo de l'année. Il y a des nouveautés qui sortent et il y a entre 25 et 50% de réduction sur toute la gamme. Donc pour l'occasion, ils m'ont envoyé la toute nouvelle PL3 Valkyrie, qui est l'évolution de la PL2, qui était sans doute leur lampe de pistolet la plus populaire. Donc les différences, c'est que celle-ci, elle est un petit peu plus puissante. Elle sort 1300 lumens pour une portée de 225 mètres, je crois. Elle est vraiment adaptée à un usage pro. Ils ont remplacé le système d'attache rapide par une vis pour assurer un maximum de fiabilité. Elle fonctionne avec 2 piles CR123 pour pouvoir recharger rapidement sur le terrain, et ils l'ont améliorée de sorte que maintenant elle chauffe moins et elle fonctionne plus longtemps à pleine puissance. Elle est à 62 € au lieu de 95 pendant la promo, donc comme d'habitude je vous invite à passer par le lien en description. Il y a aussi des promos sur mes gammes préférées que sont les Odin pour les armes d'épaule, les Warrior pour les lampes à main, entre 30 et 40%. Il y a aussi des promos sur les petites balles d'air, les balles d'air mini, et comme d'habitude des petites lampes offertes avec chaque commande. Donc comme d'habitude, tous les liens sont en description. Si vous avez des achats ou des cadeaux à faire chez Olight, c'est vraiment un bon moyen de soutenir un peu la chaîne. Les achats de gel balistique, de mid targets, les munitions que je teste à chaque fois. Donc je vous remercie d'avance et on passe à la suite. Alors le chronographe, il y a 3 munitions à tester avec 2 armes différentes, donc histoire de ne pas y passer une heure, je vais couper ça au montage et je vous mettrai juste les résultats à l'écran. C'est parti. Bon, pas de grande surprise niveau énergie, entre 1250 et 1450 joules au revolver, entre 1900 et 2500 à la carabine. Avec les Gold Dot, on a pris 600 joules en passant du revolver à la carabine. Avec les XTP, on a pris 1200 joules d'un coup, on a quasiment doublé la puissance. Donc on va voir comment se traduisent ces différences de puissance en termes de performance à travers différents petits tests. Bon, on va s'amuser rapidement à comparer les 3 munitions dans des bouteilles d'eau. Je pense pas qu'on voit une grande différence, donc on va commencer par les Gold Dot défensives, puis les XTP 200 grains. Puis les manufacturés 240 grains, pointe creuse semi-blindée. C'est parti. Ça marche pas mal. On va replacer rapidement les bouteilles. XTP. Et
Federal manufacturé. Donc quand on voit des dégâts pareils avec une arme de poing, tout ce que je peux dire c'est que ça promet pour la suite. Elles sont toutes en chou-fleur. Sauf la deuxième avec l'émission défensive, on voit qu'elle a dépensé beaucoup plus d'énergie dans la première et il y en a déjà beaucoup moins dans la deuxième. Mais les autres, voilà, première, deuxième tout éclaté. Première, n'en parlons pas. Deuxième, pas mal éclaté. Donc on va passer à la carabine. C'est parti, Gold Dot. XTP et manufacturé 240 grains. Et bah ça a pas l'air d'être le jour et la nuit pour l'instant. C'est assez proche de ce qu'on a dit tout à l'heure, donc là ça va être intéressant de voir la différence dans des vrais médiums de test comme le gel et la mid target tout à l'heure, mais là pour l'instant on va passer à autre chose, on va faire un test dans des plaques par balle. Donc là on va tester la plaque en Kevlar souple avec les 240 grains manufacturés. Je pense que c'est ce que vous trouvez le plus facilement en France, donc c'est le test le plus réaliste. Donc plaque Kevlar 3A qui est censé arrêter le 44 Magnum. Ça vient de chez Raptor Tactical comme d'habitude. Je vous mets le lien en description sur AliExpress si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël. Généralement, je n'ai pas regardé les prix récemment, mais elles sont en dessous des 30 €. Donc on va tester ça. Donc on a le trou d'entrée ici et la balle a été arrêtée, elle est juste là. Ça c'était un autre test avec je sais plus quel calibre, peut-être du 7,62-39. Mais en attendant, le 44 a été arrêté, je vais essayer de récupérer la balle ou alors je vais attendre, je vais en mettre une autre avec la carabine et après je vais récupérer les deux. Bon, le moment de vérité, est-ce que ça arrête du 44 dans une carabine? Ouah! Alors là, j'ai jamais vu une plaque en Kevlar prendre aussi cher, elle s'est auto-démontée. C'est bien, on voit le nombre de couches qu'on a traversées. Ça, c'est celle qu'on a tirée tout à l'heure. C'est un beau morceau hein, déjà. Là, en diamètre, il y a plus gros qu'un slug. Et l'autre a continué son chemin. Et elle s'est arrêtée je ne sais où. Je l'ai raté ou pas? Ouais. Merde. J'ai retrouvé la deuxième, je l'ai fait tomber par terre, certainement en démontant la plaque la première fois. Celle-là, elle est parfaitement arrondie, contrairement à la première qui était toute déchiquetée. Il n'y a pas de mise au point, quoi. Mais voilà, dans les deux cas, ça l'arrête. Par contre, j'ose pas imaginer l'impact à la poitrine avec une plaque souple et du 44 quand on voit la déformation sur la plaque. C'est sûr qu'on y laisse des côtes. Sur ce, on va tester à travers une caisse de munitions. Même munitions, donc les 240 grains manufacturés avec le revolver, puisqu'il va un petit peu moins vite que la carabine. Voir un petit peu la pénétration que ça donne. Pas mal. Donc là, le trou d'entrée en 44, il est juste à côté d'un calibre 30. Et trou de sortie, on voit que c'est encore plus gros, donc là, ça a déjà expansé. Et ça a pas mal amoché la bouteille derrière. Donc là, on a deux trous de 44 à côté de deux trous de calibre 30. Ça permet quand même de se rendre bien compte de ce par quoi on se fait traverser. Les trous de sortie. Donc là, je vais tester rapidement à travers deux cloisons en BA13, donc 4 épaisseurs, avec une bouteille derrière, avec les Gold Dot, donc celles qui sont censées pénétrer le moins, avec le revolver. Voyons voir. J'ai tapé un petit peu trop sur le côté. On va en mettre une rapidement. Un peu plus bas. Voilà.
Le problème avec les cloisons, c'est que je vois pas trop où je tape, et en plus ça a été dévié un petit peu. Mais là, le deuxième tir, on voit dans tous les cas qu'il y a quand même moins d'énergie, elle ralentit pas mal, et je l'ai retrouvée derrière, donc elle n'a pas été beaucoup plus loin, bien déformée. Mais bon, par rapport au poids des projectiles, c'est vrai qu'on voit qu'elles ralentissent pas mal à travers les parois en BA13, donc c'est pas mal. On va tester avec la carabine rapidement. Avec la carabine, ça n'a pas l'air de pardonner. Bon, il y a un petit peu plus de dégâts que tout à l'heure, mais rien comparé à ce qu'on avait en début de vidéo sans les cloisons. Donc elles ralentissent pas mal ces gros dards à travers les cloisons. Donc on va tester rapidement avec les 240 grains manufacturés, parce que elles, je pense que elles seront un petit peu plus difficiles à arrêter. Donc on va tester ça rapidement dans la carabine. Bon, relativement peu de dégâts par rapport à ce à quoi je m'attendais. Trou d'entrée là, trou de sortie là. Donc le 44 Magnum ne surpénètre pas énormément à travers ce genre de matériaux par rapport à d'autres calibres, donc c'est toujours bon à savoir. Bon, sinon en termes de recul, c'est vrai que ça recule assez fort, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais voilà, on va faire un petit Mozambique pour s'amuser au single action. On va comparer avec le 357. Ah, 260 avec le 44. Bon, j'ai un revolver très similaire en 357, simple action, même genre de poignée, etc. On va voir, ça fait vraiment une grosse différence. Une 60. C'est le jour et la nuit. J'ai l'impression de tirer à la 22. Alors j'exagère, mais c'est, ouais, je dirais la moitié du recul, quoi. Et encore, l'arme est plus légère ici, mais j'ai l'impression de tirer avec du 9 mm ou un truc comme ça. Donc comme je vous disais en intro, c'est pour ça que j'aime bien sous-charger un petit peu mes munitions en 44. Enfin, quand je dis sous-charger, c'est surtout de ne pas surcharger, parce que ça sort quand même quasiment 1300 joules, mais ça rend quand même le tir moins désagréable. Bon, ceci dit, l'arme joue beaucoup sur le recul, ça c'est quasiment ce qui se fait de moins agréable, hein. C'est une petite poignée avec des plaquettes en bois. Pour tirer beaucoup au 44, le mieux ce serait d'avoir quelque chose de plus ergonomique, avec une belle poignée en caoutchouc. Ça fait quand même une grosse différence en termes de gestion du recul. J'étais en train de faire quelques tirs hors caméra, et j'ai un ressort qui est tombé à mes pieds. En fait, c'est le ressort du mécanisme d'éjection. Qui va ici, donc la vis est coupée en deux, donc on va finir en éjection artisanale comme ça. Bon, j'ai balistique, on commence par le revolver, Golda d'abord, puis XTP, puis Federal, et on verra laquelle marche le mieux, et c'est celle qu'on gardera pour la mid-target ensuite. C'est parti. Maintenant XTP, ça devrait pénétrer un petit peu plus. Federal. Alors, performance très similaire entre les trois en termes de pénétration, entre 32 et 37 cm à chaque fois, donc ni trop ni pas assez. Similaire en termes d'expansion, expansion parfaite à chaque fois, et des cavités permanentes quasiment identiques également. Elles sont vraiment impressionnantes pour de l'arme de poing. Généralement, l'arme de poing, la cavité correspond à peu près au diamètre du projectile. Là, on a des cavités qui sont disproportionnelles à la taille du projectile. Il y a un transfert d'énergie suffisant pour dépasser le seuil d'élasticité du gel. Avec en plus l'expansion et la fragmentation, c'est clairement au-dessus en termes d'efficacité lésionnelle par rapport à la plupart des calibres de pistolet. Et regardez-moi un peu la taille de ces pruneaux. Bon, je vais rester dans le même bloc de gel, il y a encore pas mal de place. On va commencer avec les gros dots qui ne sont pas du tout optimisés pour la carabine. On va voir si ça fait une grosse différence à côté de celles tirées depuis le revolver. Donc avec la carabine, on est ici. La première chose qu'on constate déjà, c'est que la cavité permanente fait environ le double de celle tirée avec le revolver. Et on voit aussi que la balle travaille encore plus rapidement, l'expansion est quasi instantanée. Et on a un petit peu plus de pénétration. Ceci dit, sans surpénétrer, on est entre 39 et 43 cm, puisque la balle est arrivée en plusieurs morceaux, donc la fragmentation explique en partie la taille de la cavité permanente. Donc on a une amélioration de la pénétration, une amélioration de la performance lésionnelle de cette balle. Donc bon, c'est pas le jour et la nuit par rapport au revolver, mais c'est quand même un petit peu mieux, avec des munitions qui ne sont pas prévues pour. Donc on va passer aux XTP qui, elles, sont optimisées pour la carabine, voir si ça fait réellement une différence. Donc là, le trou d'entrée avec les XTP est ici. On voit pas mal la fragmentation, on voit les
des fragments un petit peu partout autour. Et on a une cavité permanente qui est, on voit pas très bien, qui est similaire à celle qu'on a eu avec les gros dots. On a moins de pénétration. On est aux alentours de 35 cm. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais voilà, on a pas mal de fragmentation, une pénétration adéquate. On commence à plus avoir énormément de place. On va taper en haut à gauche. Ah putain, merde. Trop haut, du coup, on est sorti par le haut. La balle est sortie par le haut du bloc de gel, donc c'est bien parce qu'on voit bien la cavité. Mais par contre, on voit pas la pénétration, donc je vais en remettre une rapidement au milieu. Voilà. Donc pour des Federal 240 grains manufacturés à Pointe Creuse, on a tapé ici. On a un petit peu de fragmentation, on a une cavité encore une fois qui est similaire aux autres. Et on a, donc là c'est celle qui est ressortie par le dessus, donc celle que j'ai remis après, elle est en bas là, dans les 35 cm, donc avec les autres. J'ai récupéré certains projectiles pour vous montrer l'expansion qu'on obtient en 44. Donc voilà, par rapport à une balle neuve, donc là on a environ 22-23 mm de diamètre, donc c'est quand même assez impressionnant. Alors à gauche on a une Gold Dot tirée au revolver. C'est assez intéressant de voir la différence avec la Gold Dot qui a beaucoup fragmenté à droite avec la vitesse supplémentaire dans la carabine. Bon, dans le gel, on a vu des performances très similaires entre des projectiles assez différents en termes de poids et de construction sur une plage de vitesse qui va de 400 à 600 mètres secondes. Donc je pense que vous n'aurez pas de grande surprise, peu importe l'arme utilisée, à moins d'utiliser vraiment des canons très courts dans des revolvers, mais c'est pas ce qu'il y a de plus courant ni de plus utile en 44. Donc la mid-target, pour rappel, c'est une couche de cuir pour la peau, une couche de côtelette, une couche de côte de porc, un bloc de gel balistique, de gélatine et encore des côtelettes à l'arrière avec 2 épaisseurs de t-shirt. On commence avec le revolver. Vu que les performances sont très similaires d'une munition à l'autre, on va prendre les gros dots qui sont vraiment faites pour la défense, pour les gens qui sont intéressés par cette utilisation. En cachette évidemment, parce que vous n'avez plus le droit maintenant. Donc on va voir ce que ça donne. Et pour la carabine, on testera les manufacturés 240 grains semi-blindés, parce que je pense que c'est ce que vous trouvez le plus facilement. Sur ce, c'est parti. Alors, trou d'entrée dans les côtelettes, jusqu'ici, là et là, rien de bien incroyable. Des beaux trous de calibre 44. Trou d'entrée dans les côtes de porc, ça commence à causer. Et là, trou de sortie dans les côtes de porc, pour de l'arme de poing, c'est quand même quelque chose. On a pas mal ravagé le gel aussi, on a traversé là. Et un beau trou de sortie qui correspond au diamètre des balles expansées qu'on a vu dans le gel. Donc rien à redire, hein. Très bonne performance. Quant à la carabine, j'en ai mis un seul parce que ça a suffi à voir tout ce qu'on voulait voir. Donc trou d'entrée de calibre 44 dans les côtelettes, trou d'entrée dans les côtes, trou de sortie dans les côtes. Les os sont évidemment, il y en a une, deux, il y a 3 côtes en 1000 morceaux. Notre cavité permanente dans le gel balistique. On a pas mal de petits bouts de plomb, pas mal de bouts d'os et de viande sur toute la traversée de la balle. Et trou de sortie dans les côtelettes derrière. Encore une fois, ça se passe de commentaires. Bon, pour conclure rapidement, déjà dans le revolver, c'est indiscutable en termes de balistique terminale pure, on est clairement au-dessus de calibres comme le 9 mm, le 45, même le 357 Magnum. Quand on sait que la balistique terminale de tous les calibres d'armes de poing est assez proche, est-ce que le 44 ferait vraiment une différence dans la vraie vie? C'est difficile d'avoir des statistiques fiables sur le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche très bien avec un recul fort mais maîtrisable et avec une surpénétration vraiment limitée. Ensuite, dans la carabine, pas de surprise, on se doutait que ça marcherait fort, avec en plus un recul très léger. La seule petite déception, c'est peut-être les XTP 200 grains qui sont légères en termes de pénétration pour de la chasse au grand gibier, donc il faudra peut-être monter jusqu'à 240 grains ou les sortir un petit peu moins vite pour qu'elle fragmente un petit peu moins et qu'elle pénètre plus, ou même monter jusqu'à 300 grains. L'avantage du 44, c'est que c'est un calibre polyvalent en termes de rechargement, donc il y aurait forcément moyen de trouver quelque chose qui marche bien. Donc voilà, c'est vraiment un bon calibre à avoir en catégorie C, c'est un de mes calibres favoris. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, ça permet d'avoir une bonne capacité dans le chargeur, un très faible recul dans une arme d'épaule et une balistique terminale largement adéquate. Donc j'espère que la vidéo vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine.